Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Grâce à son carnet d'adresses sans égal, Nils nous permet d'apporter chaque semaine les coulisses de la politique française et avouons-le, on adore ça. Alors au sommaire, cette semaine, c'est le scandale, après qu'une vidéo montrant Brigitte Macron insulter les féministes a été dévoilée. Nils a enquêté sur ce qui s'apparente à une nouvelle opération d'enfumage au sommet de l'État. On parlera aussi de Nicolas Sarkozy. Il est devenu le parrain des fachos avant la présidentielle. Entre l'ex-président et l'extrême droite, une grande histoire d'amour qui ne date pas d'hier. Et puis enfin, on va parler des écolos. Ils sont en crise sur le vote du budget. Une partie de l'état-major des Verts a négocié avec le Cornu. Et Nils a bien sûr enquêté là-dessus. Allez, tout de suite, c'est votre émission Les Indiscrets. Salut Nils. Salut Amira, salut à toutes et à tous. Alors on va commencer cette émission avec le scandale de la semaine et bien évidemment on va parler de Brigitte Macron. Et oui, Brigitte Macron a filmé en train d'insulter les militantes féministes qui ont interrompu le spectacle du comédien Harry Habitant. La vidéo date du dimanche 7 décembre et ce jour-là, la femme du président se trouve dans les coulisses du théâtre des Folies Bergères à Paris pour le grand retour de l'humoriste. Il avait été ciblé donc la veille, samedi dernier, effectivement par des militantes féministes qui lui reprochaient de se produire en spectacle malgré les accusations de viol dont il avait fait l'objet. Le média avait été le seul à couvrir cette action féministe qui avait été donc menée samedi dernier par 4 militantes de Nous Toutes masquées avec le visage d'habitants et la mention violeur afin de rappeler que la justice blanchit souvent les hommes accusés de violences sexuelles bien plus qu'elle ne protège les victimes. L'action ce soir, elle est essentielle parce que Nous Toutes et le comité Nous Toutes Paris Nord refusent de voir se dérouler sans réaction la réintégration médiatique et professionnelle d'un homme qui est accusé de viol depuis 2021. Et l'épouse de l'État n'a rien trouvé de mieux que de venir voir la représentation parisienne le lendemain avec sa fille, dit donc Tiffaine Ozière, pour le rassurer, explique son entourage avant son entrée en scène. Et c'est là qu'elle traite les militantes de sales connes. Et la séquence a été opportunément captée par Best Image, l'agence dirigée par Mimi Marchand, l'agence de paparazzi. Alors officiellement, l'Élysée et Brigitte Macron assument totalement les propos qu'elle a tenus. Interrogée par l'AFP, l'entourage de l'épouse d'Emmanuel Macron a justifié une critique de la méthode radicale employée par ceux qui ont perturbé, masqué le spectacle d'Harry Habitant samedi soir pour empêcher que l'artiste se produise sur scène. Alors une critique de la méthode radicale des militantes féministes, pas de doute, c'est bien signé Brigitte Macron. L'épouse du président a toujours revendiqué un côté plus conservateur, certains diront réactionnaire, que son mari. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron, lui, a longtemps joué sur le « en même temps » pour se garder de donner son opinion au grand jour. Elle exerce aussi une influence déterminante sur les affaires de l'État, contrairement à ce qu'elle faisait croire au public au début du premier quinquennat de son mari. Et son rôle, on en a évidemment largement parlé dans cette émission. On l'a dit notamment à l'origine de la nomination de Gabriel Attal à Matignon. C'est l'un de ses chouchous au point de provoquer une crise au sein du couple présidentiel quand le président a dissous l'Assemblée nationale et viré son petit frère devenu trop ambitieux à son goût. Brigitte Macron, on n'oublie pas, c'est aussi ce personnage. On se rappelle de ce qu'elle avait dit, je crois que c'était en 2024. Elle avait dit « Je suis bien plus méchante que mon mari ». Oui, c'était une confidence donc dévoilée par Le Monde, mais qui montre bien effectivement le caractère assez finalement volcanique, assez provocateur de l'épouse du président de la République. Et du côté de l'agence Best Image, alors pour comprendre ce qui s'est bien passé, parce que Mimi Marchand, on sait, c'est une grande amie, une grande proche du couple présidentiel, mais du côté de l'agence, on assure quand même que les images ont fuité par erreur. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qui s'est passé ?
Ben oui, en fait, les images ont été effectivement captées par un salarié de Best Image donc, qui travaillait, qui couvrait l'événement. Et donc, les images sont ensuite, enfin, les vidéos, les images, etc., sont ensuite vendues en fait, à différents médias par lot. Et donc, apparemment, en envoyant à Public, donc le magazine qui a publié la vidéo, donc le tabloïd en fait, dans lequel se trouvaient les vidéos de Brigitte Macron, apparemment, Best Image n'aurait pas prêté attention aux propos tenus par l'épouse du président. Alors, c'est Mediapart qui en parle. Alors, c'est quand même une version qui laisse un brin perplexe les quelques initiés du pouvoir et communicants de la place de Paris que j'ai pu consulter pour préparer cette émission. Comment croire en effet que ces images ont été diffusées à l'insu de Brigitte Macron qui entretient des liens étroits avec Mimi Marchand, comme tu le rappelles. Et puis l'épouse du chef de l'État, on se rappelle, avait notamment appelé la reine des paparazzi pendant son incarcération pour la violation de son contrôle judiciaire en juillet 2021, comme l'avait aussi révélé Mediapart à l'époque. Et depuis, les liens entre les Macron et Mimi Marchand ne se sont pas taris malgré les scandales. Hanouna et Tiffaine Auzière, la belle-fille du président et fille de Brigitte Macron, sont en couple et le scoop a été révélé l'an passé à la fureur de l'Élysée, sans que Brigitte Macron ne semble s'en offusquer. Alors, dis-nous, qui concrètement soutient Brigitte Macron? On a par exemple Aurore Berger qui affirme à Quotidien qu'il s'agirait de vidéos cachées. Regardez. Vous prenez la défense de Brigitte Macron? Non, j'aime pas le principe. J'aime pas le principe qui est de filmer des gens à leur insu dans des moments qui ne sont pas des moments, des propos et des engagements publics. Je crois que vous connaissez ces engagements publics contre les violences et que tout le monde les maîtrise et les connaît. Le problème, c'est que c'est faux. Ce n'est pas une vidéo tournée à l'insu de Brigitte Macron. Elle savait qu'elle était filmée, comme l'a dévoilé Le Parisien. Le photographe de Best Image faisait son travail en coulisses avec Harry Habitant et donc les deux dames présentes. Il prenait des photos, il a capté une vingtaine de séquences vidéo, il a envoyé le tout à son agence qui les a vendues donc à Paris Match et Public notamment. On est avec toi. On rappellera à toute fin utile qu'Aurore Berger est ministre déléguée chargée de la lutte entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations. Voilà. Alors du côté du gouvernement, on affirme d'ailleurs que le problème, ce ne sont pas les insultes de Brigitte Macron, mais l'action des militantes féministes. Regardez. Ce qui est gravissime, c'est ce qui s'était passé lors d'une précédente représentation. Des militantes féministes sont venues tenter d'interrompre le spectacle de quelqu'un qui avait bénéficié d'un non-lieu. J'ai interrogé un communicant politique de la place parisienne et c'est une séquence qui révèle une fois de plus que les Macron ont une cible politique bien à eux. Ce n'est pas une question d'âge ou de génération comme on a pu le lire. En insultant les militantes féministes, Brigitte Macron envoie aussi un signal aux réactionnaires. Ce n'est pas pour rien que le RN l'a défendu. C'est ce que m'explique aussi un ancien conseiller de la Macronie. Et oui, le RN, notamment Sébastien Chenu, a fait part de son désintérêt pour cette affaire. Et puis Robert Ménard, le maire d'extrême droite de Béziers, prend aussi la défense de l'épouse du président. Écoutez-le. Se mettre aujourd'hui à dire contre l'avis de la justice que ce type-là est encore un violeur. Parce que c'est ça qu'elles ont dit. Alors vous pouvez penser ce que vous voulez. Évidemment, moi je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise ça, mais honnêtement, je ne vais pas lui reprocher ce mot-là, surtout qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de gens qui ont des mots encore plus grossiers. On parle de Brigitte Macron, mais le président Emmanuel Macron n'en est pas non plus à sa première fois. Depuis 2017, il n'a pas arrêté de s'en prendre à la libération de la parole sur les violences sexistes et sexuelles. Oui, il appelle ça les dérives de la libération de la parole. Et effectivement, dès 2017, on l'a vu, il affirmait « Je ne veux pas d'une société de la délation, regardez ». Je veux cette exigence avec vous, qui est la condition de notre dignité. Je veux cette force de la République parce que je ne veux pas une société de la délation. Et aussi vrai que le silence assourdissant existe encore dans certains endroits de la République, je ne veux pas que nous tombions dans un quotidien de la délation qui n'est pas notre République. De la même façon. Et c'est cela dont je suis, à titre personnel, le garant. Pour Macron, dénoncer les violences sexistes et sexuelles, c'est chercher le scandale. On dirait un discours issu du 19e siècle, mais enfin, c'est un petit peu ça. Et puis en 2018, lors de l'affaire Hulot, alors que son ministre de l'écologie est accusé de viol dans le média Hebdo, il conserve son soutien à son ministre. Regardez. Il affirme qu'il n'était pas au courant, et ça c'est une information importante, de ces plaintes quand il les a nommées, mais finalement ça ne lui pose aucun problème parce qu'il explique aussi
aussi qu'il y a eu des vérifications, mais qu'il n'a pas demandé à ses ministres s'ils avaient fait l'objet de plaintes classées sans suite. Et ensuite, il qualifie ces plaintes en disant que ces plaintes ont été dûment regardées et infondées. Il n'y a pas eu de jury de moralité, dit Emmanuel Macron. Il y a eu simplement des éléments de bon sens. Et puis ensuite, Emmanuel Macron fait un peu la leçon aux journalistes en parlant d'une forme de république du soupçon et en s'interrogeant sur le rôle des contre-pouvoirs et donc des journalistes dans ce dossier. L'affaire avait finalement été classée pour cause de prescription sur l'affaire Hulot, malgré des reportages et d'autres accusations de plusieurs femmes. Et Macron n'a jamais publiquement regretté d'avoir soutenu son ministre. Il a aussi soutenu l'acteur Gérard Depardieu face aux accusations de VSS qui visaient effectivement l'acteur. Et puis, ce qui est très paradoxal, c'est que les violences faites aux femmes étaient pourtant déclarées par ce même président en 2018 et 2019, grande cause nationale. Et évidemment, ça embarrasse une partie de la Macronie. Regardez ce qu'en pense Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, macroniste historique, qui s'exprimait sur le sujet. C'est embêtant cette affaire, tout est embêtant. Le vocabulaire utilisé est quand même assez indigne. En attendant, l'association montpelliéraine Les Tricoteuses Hystériques ont annoncé sa décision de déposer une plainte pour injure contre l'épouse du président. Affaire à suivre. Oui, affaire à suivre, comme tu le dis, Nice, parce que je pense que c'est une histoire dont on ne va pas cesser de parler. Allez, on va passer à notre deuxième sujet, puis on va parler de Nicolas Sarkozy. Il y a plein d'actualités sur lui, et ces derniers temps, il se montre un peu, il en a l'habitude, comme le nouveau parrain de l'extrême droite. Eh oui, dis donc, Sarkozy est en pleine tournée de promotion de son bouquin sur son expérience en prison après sa condamnation donc à 5 ans de tôle en septembre dernier pour association de malfaiteurs, rappelons-le, dans l'affaire des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2012. Alors, il a fait appel de la décision, mais ce qui n'avait pas empêché effectivement une partie de la peine de prison de s'appliquer par exécution provisoire. Et donc, le président mesure sa popularité, n'est-ce pas, en se rendant, en faisant son petit tour de France pour promouvoir son expérience carcérale. Et il était d'ailleurs cet après-midi à Menton, ce vendredi, la ville où son fiston Louis est candidat au municipal. Décidément, le hasard fait bien les choses. En tout cas, ses fans sont au rendez-vous. Écoutez-les. J'ai acheté 4 livres, un pour moi et les autres pour offrir. C'est un homme fort et j'en suis certaine que le livre doit être incroyable. On l'aime tout simplement, comme lui il nous aime, tout simplement, voilà. Et puis le bouquin de Sarko fait la part belle au RN. Plusieurs fois, l'ex-président remercie Marine Le Pen de l'avoir soutenu au moment de son incarcération, ou encore loue, je cite, la profondeur de Sébastien Chenu, c'est le vice-président du RN avec lequel il a échangé. Et puis surtout, Sarko fait un cadeau en or au Rassemblement national pour 2027, puisqu'il déclare une fois de plus que le RN fait partie de l'arc républicain. Voilà, donc c'est évidemment un message pour ses sympathisants. Et il a encore une grande cote de popularité à droite. Mais c'est vrai que ce livre, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, parce que l'ex-président est surtout devenu en 2 ans une source d'inspiration pour l'extrême droite. Et on a vu récemment Marion Maréchal, donc députée européenne Reconquête, prendre sa défense. Regardez. On a quand même le sentiment, pas seulement un sentiment d'ailleurs, assez bien documenté, d'une forme de mécanique bien huilée là, qui voit une association de malfaisants là pour le coup, à la fois Mediapart, Parquet national financier, juge rouge, qui, dans une forme de mécanique, voit une petite équipe, parce que c'est toujours la même. Je ne sais pas si vous avez noté que l'une des magistrates du Parquet national financier était la même, d'ailleurs, qui a été engagée dans l'affaire de Marine Le Pen, et l'une des magistrates qui juge Nicolas Sarkozy était la même. Qui a jugé Fillon. Exactement, qui a jugé Fillon, et dont on apprend, pardonnez-moi, qu'elle a, par le passé, manifesté politiquement contre Nicolas Sarkozy. Oui, parce qu'elle était engagée syndicalement. Ouais. Voilà, donc tout ça est quand même extrêmement gênant, si vous voulez, pour la confiance que les Français peuvent poser sur la association de malfaisants. Mais il y a aussi une autre génération d'élus dans son sillage, au RN, qui semble fasciné par Nicolas Sarkozy. Par exemple, on peut citer le député RN Thomas Ménager ou encore la députée Laporte. Alors Nice, au-delà du partage des valeurs, bien sûr, est-ce qu'on sait pourquoi le RN prend tout le temps, systématiquement, la défense de Nicolas Sarkozy ?
Oui, alors plusieurs hypothèses. D'abord, l'ex-président a lui aussi passé son quinquennat à désinhiber les Français sur le racisme, hein. On se souvient de ses propos ignobles sur le Karcher ou encore l'influence délétère de son conseiller feu Patrick Buisson. Alors j'ai interrogé un cadre LR qui m'a confié que si Nicolas Sarkozy exerce une telle fascination à l'extrême droite, c'est non seulement parce qu'il a lui réussi à exercer le pouvoir suprême en arrivant à l'Élysée, mais surtout parce qu'il a réussi l'union des droites que veut réaliser le RN en 2027. Parce que si Nicolas Sarkozy est arrivé au pouvoir en 2007, c'est avant tout en siphonnant les voix du FN, du Front National à l'époque, un exploit que le RN voudrait réaliser en neutralisant à son tour la droite en 2027, 20 ans après. Bon, ce qu'elle a commencé déjà à parachever, hélas. Et puis, la fascination pour l'ex-président, elle ne date pas d'hier, à Facholand. En 2012, déjà, Marion Maréchal s'était déclarée, je cite, « séduite par Nicolas Sarkozy ». Et un ancien conseiller du président m'a ainsi confié qu'il y avait deux camps à l'Élysée sous le quinquennat Sarkozy, celui de Patrick Buisson, qui penchait à l'extrême droite, et celui de Frédéric Lefebvre, son ancien secrétaire d'État, et porte-parole pendant sa campagne. Et évidemment, c'est le premier qui l'a remporté. Alors, il y a peu de voix à droite qui ont critiqué les propos de Nicolas Sarkozy. Alors, il y a bien Dominique de Villepin, qui est un peu le dernier grognard de la Chiraquie. Regardez, c'était sur France Info. Ce qu'il dit sur le Rassemblement national. Pourquoi ? Nous sommes à un moment où le Rassemblement national, c'est plus de 35% des intentions de vote des Français. Nous sommes à un moment où la stratégie nationale de sécurité américaine dit à quel point il souhaite appuyer les partis patriotes en France, sous-entendu les partis d'extrême droite. Nous sommes devant le risque d'une banalisation de ce qu'est le Rassemblement national. Et Nicolas Sarkozy, c'est pas nouveau, c'est une lente évolution depuis 2007. Est-ce que le bascule en marquant clairement sa volonté de banaliser le Rassemblement national. Je crois que c'est une erreur politique. Je crois que c'est une erreur morale. Et que cette erreur survient au pire moment. Et puis Xavier Bertrand, l'ennemi juré de Marine Le Pen dans le Nord, qui a lui aussi réagi à droite. Écoutons-le. Je préfère les positions politiques de Nicolas Sarkozy de 2007 Vous étiez son porte-parole de campagne à l'époque. que les positions politiques de Nicolas Sarkozy en 2025. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait dire ça ? À l'époque, combattait le Rassemblement national. Et par l'action et par des convictions, et par une fidélité aussi à ce qu'est le mouvement, à l'époque l'UMP, le mouvement de Jacques Chirac, aucune collusion avec les extrêmes. Pour moi, les choses sont très claires et vous savez, je pense qu'en politique, la cohérence, c'est important et je reste exactement dans la même ligne. Alors, c'est une condamnation nette, c'est clair, mais est-ce que ça a vraiment servi à quelque chose ? Ça c'est une bonne question, parce que quand même les élus, les cadres LR, donc à droite, ont quand même l'impression de vouloir courir au RN en cas effectivement de succès électoral ou si la dynamique électorale prévue pour le Rassemblement national se poursuit. Et puis bon, il y a quand même des raisons aussi plus pragmatiques de ce rapprochement entre Nicolas Sarkozy et l'extrême droite. C'est que si le RN accède à la présidence de la République, eh bien l'ancien président rêve d'être gracié par le Rassemblement national. Et puis, il y a aussi un rapprochement via un éditeur. Sarkozy, Bardella, Zemmour, Philippe de Villiers sont tous chez Fayard. Avec Bolloré, on peut dire que l'union des droites est déjà une réalité. Allez, on va passer à notre troisième et dernier sujet. C'est passé vite aujourd'hui, Nils. On va parler des écolos. Et il y a encore une crise chez les Verts. Oui, on s'amuse toujours des dramas chez la France Insoumise ou au Parti Socialiste, mais chez les Verts, ce n'est pas rose non plus, et on en parle assez souvent, régulièrement dans cette émission. Alors, dernier exemple en date, le vote du budget qui met les nerfs de nos écolos à rude épreuve. Le groupe se trouvait en effet sous la pression du PS, qui les appelait à la responsabilité en votant pour, et de la France Insoumise, fermement opposée à la politique de Lecornu. On en a largement parlé sur le média. Alors, on a vu effectivement les députés écolos s'abstenir sur le PLFSS, moins 9 voix. Alors, 6 qui ont voté contre, dont les anciens insoumis, Ruffin, Clémentine Autain, mais aussi Sandrine Rousseau, fidèle à ses idées. Et puis, il y a 3 écolos qui se sont exprimés en faveur de la loi quand même, Jérémy Yordanov, Dominique Voynet, dis donc, et Delphine Batho. Alors, détail amusant, Voynet a fait ensuite savoir, après avoir voté, qu'elle avait voulu, je cite, s'abstenir volontairement,
ce qui fait rire quand même sous cap ses petits camarades. Alors en conséquence, les militants et sympathisants insoumis ont fait décoller le hashtag plus jamais Europe Écologie Les Verts, voilà, sur les réseaux sociaux. Alors ça fait la blague, n'empêche qu'en interne, sur les boucles militantes, la position écolo a suscité quelques crispations et des critiques. Et puis face à la grogne, eh bien, chacun des élus qui a voté l'abstention, donc permettant la sauvegarde du gouvernement Lecornu, a essayé de trouver des éléments de langage. On a vu la patronne des députés écolos, Cyrielle Châtelain, qui a joué le coup du mélo à la tribune de l'Assemblée. Regardez-la. La première chose, c'est que je le dirais que si j'écoutais mon cœur et si j'écoutais mes tripes, je vote contre ce texte. Je ne supporte pas ce que vous avez fait de l'hôpital depuis tant d'années. Qui peut aujourd'hui être satisfait du système de soins? Qui peut se satisfaire des délais d'attente? Qui peut se satisfaire des brancards dans les urgences? Qui peut se satisfaire aujourd'hui des soignants qui n'en peuvent plus et qui sont en burn-out? Alors c'est un brin exagéré quand même, je ne sais pas ce que tu en penses, Amira. Mais... Oui, bien sûr, c'est un peu surjoué, on va dire. Voilà, et Marine Tondelier, elle, s'est montrée un petit peu moins lyrique, c'était sur Public Sénat. Oui, alors s'abstenir, ce n'est pas être content et trouver qu'on a un formidable texte, sinon nous aurions voté pour. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que je ne suis pas parlementaire, donc je ne vote pas, ni à l'Assemblée nationale, ni au Sénat. Je ne participe même pas, à de rares exceptions près, aux réunions de groupe où sont décidées les positions de vote. On vient de voir Marine Tondelier qui le dit bien, s'abstenir, c'est pas trouver qu'on a un formidable texte. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est un peu flou quand même. Alors oui, j'ai demandé à un cadre écolo de me décrypter un petit peu les positions des uns et des autres. Alors il m'explique, la vérité c'est qu'ils crèvent de trouille à l'idée d'une dissolution, ce qui les obligerait à choisir entre la reconduction du NFP avec LFI ou une coalition de gauche sans LFI. Et puis il y a les municipales aussi qui approchent, et on sait que la dynamique, pour le moment en tout cas, n'est pas du côté des écolos, même si ça peut changer. On rappelle quand même que tout ne se joue pas, et heureusement d'ailleurs, dans les sondages. Mais bon, ceci dit, choisir avec ou sans LFI, c'est déjà ce que fait un petit peu Marine Tondelier depuis plusieurs mois. La patronne des Verts, elle se voulait un trait d'union entre la France insoumise et le reste de la gauche, et elle a nettement pris ses distances avec Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, sur le budget, c'est Yannick Jadot, le sénateur de Paris et ancien candidat à la présidentielle, qui a négocié directement avec Lecornu à Matignon vendredi dernier, selon les informations du journal L'Opinion. Et au centre des négociations, c'est l'objectif des dépenses en matière de santé, en matière de soins de ville et d'hospitalisation, le fameux ONDAM, comme on dit, qui a été relevé. Voilà, donc c'était le sujet des dépenses de santé qui ont mobilisé effectivement les élus écolos. Et donc dans la foulée, c'est Yannick Jadot qui a appelé ses collègues députés à aller au moins vers un vote d'abstention. Le message a été reçu, alors en partie en tout cas. Et voilà comment le gouvernement Lecornu a été sauvé. Et oui, sauvé grâce au PS et aux écolos. En tout cas, bravo Lecornu, il aura réussi là où ses prédécesseurs ont échoué. Voilà, exactement. Alors, pour le moment, en tout cas, le mur du budget n'est plus inatteignable. Merci Nice, en tout cas, pour tout cet éclairage et toutes ces petites indiscrétions. Et je te dis à vendredi prochain. On se dit à vendredi prochain. Et merci à toutes et à tous pour votre soutien. Vous l'aurez compris, c'est la fin de cette émission. On se retrouve vendredi prochain. En attendant, excellente suite des programmes sur le média.